Salut à tous les deux. Salut Ça Clémentine, ça va et toi? Bonjour Clémentine. Merci d'être venue depuis Lyon, c'est ça? C'est ça, moi. Exactement. C'est un grand plaisir. Et je crois que c'est la première fois que je reçois 2 experts en même temps. Donc, bon ouais, j'ai eu des témoignages où ils étaient 2, mais là, c'est pas pareil d'avoir 2 en même temps. Donc, pour celles et ceux qui écoutent, ouvrez bien vos oreilles, parce qu'il va y avoir beaucoup de choses. Et je le sais, allez chercher vos maris. Venez l'écouter ensemble. Puisqu'aujourd'hui, on a Anthony, que c'est rare que j'ai un homme qui vienne parler de couple et d'amour. Donc, vraiment, je pense que c'est le moment de me tuer mes écoutes et de les dédoubler, puisque je sais, vous l'écoutez pas chacun de votre côté, mais ensemble, dans la voiture, peu importe, mais allez-y. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un thème, que vous m'avez proposé tous les deux, que je trouve trop intéressant. De ce moment où on est en couple et on se demande si ça vaut le coup ou pas de rester ensemble, où est-ce qu'on en est, en gros, de faire le point. Et je pense qu'en tant que parent, on peut vite se retrouver dans cette situation. Avant qu'on aille longuement sur ce sujet, j'avais envie de vous poser la question, comment vous êtes intéressés aux relations de couple tous les deux? Est-ce que ça a été en même temps, chacun de son côté? Il y a un ensemble de facteurs. Alors déjà, premier facteur, on est ensemble en couple. Oui, voilà, disclaimer, premier facteur. important. Donc on s'est intéressé à la question, naturellement. Mais ce qui nous a... Le déclic, ça a été le moment où on a décidé de se marier. Où en fait, il y avait cette démarche, quand nous, on s'est mariés, de préparation au mariage. À l'époque, on était à Londres. Et on a fait une préparation au mariage donc là-bas. Et moi, j'y allais un peu en me disant, qu'est-ce que je vais trouver, qu'est-ce qu'on va voir là-dedans? Et en fait, je suis tombé sur un moment où finalement il y a eu énormément j'ai pris un peu de hauteur sur ce que je vivais et je me suis aperçu que le couple, c'était pas juste quelque chose qui tombait du ciel, l'amour, c'était pas quelque chose qui tombait du ciel, qu'il y avait énormément de sujets à régler pour soi, je dirais déjà, et ensuite à adresser ensemble, qui permettaient finalement d'améliorer vraiment la qualité de notre relation. Alors que moi, je suis quelqu'un de très cartésien, etc. Je me disais, mais c'est un peu voilà. C'est toi qui revenais finalement. Moi, j'arrivais de loin. Non, le plus grand nombre de déclics. On était quand même ensemble depuis 7 ans. Ça, c'était en 2014. Et enfin, ça, c'était un premier élément, je dirais, où on s'est dit, il y a vraiment un truc intéressant sur ce sujet. Et puis dans la foulée, on a commencé à creuser, quoi. Moi, tout simplement. Surtout. J'avais un profil où je m'intéressais déjà beaucoup à pas que le couple, mais tout ce qui est développement personnel. J'ai eu pas mal de formations différentes sur différents sujets. Mais après ça, j'ai beaucoup lu Gottman, Esther Perel. Enfin, j'ai vraiment commencé à me passionner. Et j'ai fait la formation de Brooke Castillo à la Life Coach School, qui est une formation de coaching américaine. Et on a eu un déclic un jour, mais ça, c'était longtemps après. Bien plus tard. Je sais pas combien d'années après. C'était en 2019. En fait, on était rentrés en France. Et puis, il y a un moment où tu te décides où tu te dis dans ta vie, qu'est-ce que tu vas faire des 30 prochaines années? Voilà. Ouais, c'était un peu ça. Moi, j'avais été intrapreneur dans ma boîte en lançant une boîte en Angleterre. Mais je me posais vraiment la question de, est-ce que le sens, c'est de faire ce que je faisais avant, ou est-ce que c'était d'essayer de contribuer un peu plus? Et moi, j'avais cette envie vraiment profonde de lancer une entreprise, mais je savais pas sur quoi. Et moi, j'avais pas du tout envie de lancer une entreprise. Voilà. Mais je savais ce que je voulais faire. Et du coup, finalement, c'est pas tant le fait qu'on soit en couple, c'est le fait qu'au même moment, toi, tu voulais porter un projet. Moi, je savais ce que je voulais faire et je savais que même si je voulais pas être spécialement entrepreneuse, je savais que ce que je voulais faire, c'était accompagner les gens sur ce sujet de la relation et que c'était, ma mission, quoi. Et parce que ce sujet de la relation, il touche la relation à toi, ce que j'avais vraiment compris, la relation à soi, dans le cadre de la relation à l'autre, et que j'ai une analogie qui est celle de la balle de tennis. Quand un chien, on lui lance une balle, en général, il en a jamais marre d'aller la chercher. J'avais trouvé ma balle de tennis. J'en ai jamais marre. Exactement. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il faut se dire que le sujet qu'on va avoir, il faut pas en avoir marre parce qu'on va en beaucoup en parler. C'est clair. Du coup est né Yes We Bloom. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire oui, on s'épanouit, c'est ça. On fleurit. Ouais. Alors Yes We Bloom, c'est notre compte et l'entreprise c'est We Bloom, mais juste pour préciser. Ouais. Voilà. Donc si vous voulez chercher sur les réseaux sociaux, c'est Yes We Bloom, donc We Bloom. Pourquoi du coup là vous vous êtes dit on va aider les gens sur le sujet du couple? T'aurais pu aller sur le développement personnel, tu vois, pas forcément le couple. Eh ben, du coup, ça se rattache à la première brique on a signé ce parcours de préparation au mariage où on avait eu des déclics. On s'était dit déjà, sans penser du tout plus loin que ça, en se disant pourquoi tout le monde n'a pas ce genre de parcours, de méthode, de démarche de réflexion sur son couple. Peu importe les moments, c'est pas la question du mariage.
Donc ça, on s'est dit vraiment, c'est tellement riche. Et puis après, moi, dans mon parcours dans ma formation de coaching, il y a eu tellement de déclics qui m'ont libérée, apaisée, vraiment fait grandir, et que du coup, j'ai partagé avec Anthony, et aussi entendre voir comment c'était transformateur aussi pour lui. En fait, on s'est dit, mais il y a tellement quelque chose à faire là. Et je me rappelle qu'on s'est dit, en fait, on était dans la voiture retour de vacances au ski. Et vraiment, c'est arrivé comme ça, où on s'est dit, mais on a eu cette idée, et on s'est dit, on ne peut pas ne pas le faire. C'était presque le raisonnement à l'inverse, quoi. Parce qu'on avait vraiment vécu aussi un truc qui était extrêmement fort entre le moment où on s'était mariés et où en fait ça a amené énormément de questions, énormément de doutes, énormément enfin voilà, on voulait on se dit à un moment on se dit on va passer toute notre vie potentiellement avec cette personne. En tout cas, on prend une décision où la direction c'est ça. Ça vaut le coup de s'aligner un peu, de se dire si nous on prend cette décision entre guillemets du bon endroit correctement. Est-ce que est-ce qu'on se trompe pas, est-ce qu'on est bien dans nos baskets individuellement et ensemble. Enfin, il y avait vraiment des choses comme ça. Et ce qu'on a découvert ce que Claire découvrait avec le coaching, me partageait. Du coup, moi j'ai vécu toute cette partie coaching vraiment par proxy entre guillemets. Je pense que Claire, on a vu aussi que vu là d'où je partais, t'étais une très bonne pédagogue sur le sujet. Donc du coup, j'ai vraiment fait des découvertes moi de mon côté qui m'ont vraiment juste qui ont changé aussi ma manière de vivre les choses, mes relations, pas juste ma relation de couple, mais mes relations aux autres. Et je me suis dit si moi j'ai changé, tout le monde peut le faire, quoi, entre guillemets. Et il faut passer ça, quoi. Ouais. Tu veux dire tu partais de tellement loin que c'est possible pour n'importe qui. Parce que j'étais juste un mec qui, comme 90% des mecs, était socialisé pour pas ressentir ses émotions, pour être distant, éviter les conversations, pour s'énerver dès qu'il était remis en question, pour pas trop t'énerver, toi, c'était plus rentrer dans ta grotte et c'est pas l'énervement, c'était plus ce côté silence, voilà, la fuite. Et en fait, on est tous pareils, parce qu'on nous a appris que partager nos émotions, c'était un peu un truc de fille, parce qu'on nous a appris que juste que c'était pas ce qui était attendu de nous dans la société, qu'il faut être fort, qu'il faut être droit dans ses bottes, et en fait non. On est des êtres humains. Une relation faisait pas partie des compétences que tu devais avoir. Non, exactement. Ça, c'est les compétences. Je mets des guillemets, féminines. T'as totalement raison. C'est ça que tu avais appris. C'est vraiment ce sujet-là, et se dire non, là, c'est pas juste un truc qui tombe du ciel, c'est là, et puis tu profites. En gros, tu prends ce qu'il y a à apprendre. Et en même temps, il y a une grande partie aussi des choses, on va en parler après, mais où j'ai vu un déclic chez toi, c'est qu'il y avait aussi pas mal de sujets où en fait t'essayais de me plaire ou de pas me déplaire, parce que t'avais compris que finalement je te mettais peut-être la pression aussi sur ceci et cela. En fait, t'as compris que non, il valait mieux que tu continues à faire ton truc, et que c'était à moi aussi de gérer mon propre bagage émotionnel. Enfin, c'était pas cette dissociation de chacun prendre les responsabilités de sa manière de vivre les choses, de ses émotions, et t'arrêtes de marcher sur des œufs. Et moi, tu vois, c'est tout. C'était commun à tous les deux, vous avez. Ouais. Il y a une de nos clientes qui a dit, j'aime bien comment elle l'a formulé, elle a dit, chacun reprend sa juste responsabilité. Et je crois que c'est ça aussi qui s'est passé dans notre couple. Totalement. Alors, est-ce qu'on va reprendre les bases pour les gens qui nous écoutent? Oui. Nos auditeurs et auditrices qui se posent des questions, qui sont un petit peu perdus, ou qui nous regardent d'ailleurs sur YouTube. Ce serait quoi les 4 piliers dont vous parlez, chez WeBloom, d'une relation qui est saine? Pour que déjà, on puisse tous et toutes se dire, est-ce que je suis dedans ou est-ce que je suis pas dedans? Ouais. Sachant que, y a pas de perfection et que chaque jour, voilà. Mais on peut tendre à, voilà. Alors, le premier pilier qu'on a identifié, et ça, c'est des piliers qu'on a identifiés en travaillant, en fait, avec nos clients. De voir qu'est-ce qui avait le plus d'impact. Le premier, c'est l'esprit d'équipe. Et ça, cette idée, c'est, en gros, c'est pas toi contre moi, c'est nous deux contre le problème, la situation, ce que la vie nous envoie. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On ne compte pas les points, on ne passe pas du temps à juger, de savoir comment on est dans la même équipe, ça entraîne en fait son corollaire d'attitude, d'état d'esprit qui font que je comprends qu'on est interdépendants pour avoir une belle relation. Et du coup, si je suis contre toi, je suis contre ma relation à moi dans ma vie, donc c'est contre-productif pour moi. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire?
Donc en fait, il y a cette prise de conscience que je peux pas gagner contre toi à aucun moment parce que c'est pas dans mon intérêt non plus. S'il y en a un qui perd, tout le monde perd. Voilà. Donc c'est juste arriver à vivre cette philosophie au quotidien. Et donc c'est une philosophie, mais c'est tangible aussi parce que donc dans notre méthode, on le sous-tend avec un alignement sur certaines valeurs, même si on n'est pas obligé d'avoir toutes les mêmes valeurs, ce qui est impossible, mais un alignement de base et un alignement sur une vision et surtout une décision. Je pense que c'est ça. On en parlait beaucoup de cet esprit-là, de cet état d'esprit, repose sur la décision de j'ai envie d'être là, t'as envie d'être là, on a envie de construire. Et donc, on a aussi, on a cette vision de ce qu'on veut construire ensemble, même si forcément un business plan, mais ouais, on sait qu'on veut aller dans la même direction et donc il faut qu'on ait cet esprit d'équipe. Donc ça, je pense que c'est un pilier fondamental. Donc ça, c'est la première chose, l'esprit d'équipe. Ça paraît logique, hein, mais c'est plus dur dans la réalité. Mais parfois. Oui, c'est ça. Parce que la question, c'est comment on alimente cette équipe, comment on la nourrit. Donc, enfin, dans le principe, c'est une évidence, mais dans la réalité, tu te retrouves face à des situations parfois où chacun tire de son côté et où on n'agit plus en équipe. Et c'est normal parce que il y a plein de situations où on se sent menacé par l'autre, où on a l'impression qu'on n'est pas en sécurité, ou que si l'autre a raison, ça veut dire qu'on a tort. Et on a ce biais cognitif aussi de vouloir se protéger. Et quand on est qui que ce soit en face de nous, on a l'impression que c'est l'autre la menace et le danger. Donc c'est pour ça qu'on dit ça paraît logique l'esprit d'équipe, mais c'est pas du tout notre à l'état de nature, notre premier réflexe de dire je suis dans la même équipe que la personne qui est pas d'accord avec moi là tout de suite. Et quand je parle d'esprit d'équipe, je veux surtout dire pas quand tout va bien, mais quand justement on n'est pas d'accord. Et ça veut pas dire qu'on est tout le temps d'accord quand on est dans la même équipe, ça veut dire qu'il y a des moments où on n'est pas du tout d'accord, mais on est quand même dans la même équipe. Donc c'est tout un... Pas facile. Hein. Non, c'est pas facile. Moi, je compte beaucoup les points quand on n'a pas bien dormi. Mais bien sûr. Il y a des moments où on les compte plus. Le sommeil, quel vrai sujet. Le sommeil, vraiment, c'est difficile d'être dans la même équipe. Ouais. Quand il y en a un qui a moins dormi que l'autre. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment le truc difficile, je trouve. Totalement. Et après, mais tu vois, ça, c'est le genre de truc où tu sais que ça va être ça ton obstacle. Et du coup, tu vas te dire, mon obstacle, ça va être le manque de sommeil. Donc, je sais les réflexes que je vais avoir. Je m'y attends. Je le sais à l'avance. Quelle va être la stratégie? Parce que je sais qu'en fait, c'est même pas pour être sympa, en fait. Je sais que quand je deviens, quand je suis fatiguée et que mon cerveau se retourne contre toi, en fait, il se retourne aussi contre moi. Parce que c'est moi qui suis en train, quand je compte les points, de ressasser, de me sentir mal, de me victimiser. Et je me punis, moi, en fait. Et le couple à long terme. Couple à long terme. Ok, alors deuxième chose, ça serait quoi, le deuxième pilier? Alors ça, c'est le pilier, je dirais, peut-être mon préféré, hyper important, c'est l'indépendance émotionnelle. Je sais pas si ça te parle. Si, mais c'est dur, ça aussi. Tout est dur et à la fois, tout est abordable. Disent les Américains, c'est le Super Bowl du couple et de la vie, tout simplement. Il y a vraiment, l'indépendance émotionnelle, c'est un... Mais c'est très riche. Ouais. Donc, mais bon, pour expliquer simplement et rapidement ce que c'est, en fait, je reste le capitaine de mon bateau émotionnel. Donc, dans le couple, par exemple, ça veut dire, voilà, je vais le dire comme ça. On dit pas tu me rends heureuse. On dit je suis heureuse avec toi parce que je me dis que. On dit c'est passé de tu m'as blessée à je me sens blessée parce que. Donc là je suis sur du langage, mais c'est pas la question du langage, c'est la question de la prise de responsabilité de ce qui se passe pour moi et de se rendre compte que face à n'importe quoi dans la situation du couple, face à ce que l'autre fait, ne fait pas, etc. Ça peut me plaire ou ne pas me plaire. Ça ne dédouane en aucun cas. On ne prend pas la responsabilité de ce que fait ou ne fait pas l'autre, mais on prend la responsabilité de l'émotion que ça provoque chez nous, qui découle non pas de ce que l'autre fait ou ne fait pas, mais du narratif qu'on construit dans notre esprit, qui, par définition, est un narratif, donc est optionnel, et qui, par la nature du cerveau humain, est incomplet, est biaisé, et parfois à charge. Et donc, je prends la responsabilité de ce qui se passe pour moi. Et en fait, c'est le truc le plus énorme que je puisse faire dans le couple pour arriver dans la relation de manière justement mature, responsable, sans attendre que l'autre me sauve, attendre que l'autre fasse en sorte que je me sente bien, ou en tout cas ne me sente pas comme ceci ou comme cela.
Et voilà, en fait, très souvent dans le couple, je pense là où beaucoup de gens se prennent les pieds dans le tapis, et aussi parce que c'est normal, c'est servi par la vision romantique de l'amour qui nous est servie à toutes les sauces depuis qu'on est petit. Il y a cette idée que finalement, quand on se met en couple, l'autre va un petit peu donner un sens à notre vie, régler nos problèmes. Et donc l'indépendance émotionnelle, c'est le contre-pied, c'est de dire non. En fait, je suis suffisante, je suis importante, j'ai pas besoin que tu me montres que je suis importante, que je compte. Et c'est chouette quand tu le fais, évidemment. On n'est pas en couple juste mais quand tu le fais, c'est génial, mais c'est pas non plus ton job. Ça reste quand même mon job. Et pareil sur toutes les questions de tension, de dispute, c'est de se dire, de faire la différence entre non, je suis pas d'accord pour que tu fasses ça, et en même temps, ça m'appartient ça. C'est pas ton job de suivre mon manuel à moi, de toutes les instructions de ce qu'il faut que toi tu fasses pour que moi je puisse me sentir bien. Pas facile non plus. Ah, donc ça c'est le deuxième pilier, l'indépendance émotionnelle. Donc on reprend le premier, c'est faire équipe. Deuxième, indépendance émotionnelle. Troisième, la mentalité. La mentalité de croissance. Je te laisse parler. Ouais. Cette mentalité de croissance, ça va être l'idée que finalement la vie de couple, comme la vie, c'est un 50-50. C'est-à-dire que il y a une partie qui va être agréable, douce, une partie qui le sera moins, sans dire qu'elle va être détestable. Mais quand il y a ces deux parties qui existent, et enfin il y a ces deux parties qui existent et on est conscient, la mentalité de croissance, c'est se dire qu'on va être capable de bien vivre les moments où ça va bien, c'est pas un problème, mais aussi de bien vivre les moments où c'est plus compliqué. Les moments où on est en train de se prendre la tête, les moments où on est dans la déconnexion, etc. Parce qu'en fait, on va toujours aller chercher finalement, grâce à cette mentalité, quelque chose qui va nous rattacher à ce qui compte, nous aider à sortir du doute et à pas s'endormir dedans, et qui va finalement nous permettre de faire aussi du couple cet espace où l'autre est pas là pour nous sauver, l'autre est pas là pour nous faire grandir, mais le couple, l'espace qu'on a créé, est un espace dans lequel on n'est pas jugé, on n'est pas on a le droit d'être vulnérable. Et quand on n'est pas jugé, on a le droit d'être vulnérable. C'est un espace où on peut grandir et se développer. C'est-à-dire on peut vraiment exprimer ce qui est notre personnalité totale, entière, et en même temps devenir une personne, être la personne qu'on a envie d'être. Et parfois, on n'est pas, moi, par rapport à quand on s'est rencontrés il y a 15 ans, non? Oui, c'est ça. On n'est plus les mêmes personnes. Et en fait, je pense que c'est dans les périodes où on était vraiment dans ce côté mentalité de croissance qu'on a le plus développé finalement, la qualité de notre relation à nous-mêmes, et finalement la qualité de notre relation tout court. Parce qu'on s'autorisait, en fait, chacun à être, avec tous nos défauts, avec toutes nos limites, à s'écouter l'un l'autre et à accepter que ça c'est normal, il y a pas de souci avec ça. Et en fait, cette mentalité de croissance permet de tout simplement d'avancer dans ta relation, de pas reculer, parce qu'en fait à un moment c'est les deux choses, il y a pas de stagnation, quoi. En fait, c'est comme accepter que on va évoluer et que on tend ensemble, cette notion d'équipe là vers quelque chose dans lequel on s'épanouit chacun de notre côté. Et même si c'est pas la même chose, même si on cherche pas la même chose, totalement vrai. Ouais. Mais d'être dans cette même mouvance, c'est ça. C'est qu'il faut accepter qu'on va pas rester figé. Non, et puis en plus, t'as tout à fait raison sur ce point-là. C'est une autre dimension qui est très vraie, c'est que on va pas rester les mêmes. Et comment on va pas rester les mêmes? En fait, à un moment, on prend une décision d'être avec quelqu'un, et si 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, dans le cas, on a profondément évolué, ce qui est le cas, c'est comment on a fait pour que l'évolution qui s'est passée, c'est une évolution qui a été individuellement forte, pleine de sens, et au niveau du couple qui a été quand même relativement harmonieuse. C'est-à-dire où on a accompagné l'autre sans nécessairement le suivre dans toutes dans toutes les choses qui ont pu changer, mais en tout cas en restant toujours ouvert à l'écoute et en étant en étant ensemble, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est le troisième pilier. Ouais. Le dernier, le quatrième. La connexion intime. Je connais bien la connexion intime. En fait, je dirais que c'est le plaisir d'être ensemble. En fait, c'est la raison première pour laquelle on est en couple. En fait,
se sentir connecté, s'aimer. C'est pas forcément que la sexualité. En fait, la sexualité, souvent, c'est justement parce qu'il y a cette connexion que elle fonctionne et qu'on s'y sent bien. Mais et je crois qu'une grande idée reçue, c'est que la connexion, parfois on appelle ça la passion, l'état amoureux, que c'est quelque chose voilà qui nous arrive et Ce que serait bien. voilà. Hop, allez. Bah ça nous arrive en fait. Mais en fait, ça part. Mais oui, en fait, l'état amoureux au départ, oui. Et il y a vraiment cette conception qui est issue de l'imaginaire collectif et de notre socialisation sur le sujet de l'amour, qui est que on pense que l'amour a quelque chose, devrait avoir quelque chose d'intense, quelque chose de passionnel, quelque chose de. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux choses qui sont complètement différentes. D'un côté, t'as l'état amoureux. L'état amoureux, c'est ce qui arrive dans les 2-3 premières années, qui est en fait ce cocktail d'hormones, donc dopamine, noradrénaline, sérotonine, tout ce cocktail-là qui en fait te fait pousser des ailes et fait que tout ce qui se passe, tout ce qui peut venir en travers, les différences, etc. On les met un peu derrière et puis on verra plus tard, quoi. Justement, la question c'est le plus tard. Et le plus tard, c'est là que la vraie connexion intime en fait rentre en jeu. Parce qu'au départ, la connexion intime, elle est un peu automatique quand on est dans l'état amoureux. Mais quand l'état amoureux se dissipe, ce qui finit toujours par arriver, et heureusement, parce que sinon on aurait juste des cerveaux finalement de camés et on serait voilà, ce serait très compliqué. Quand cet état s'arrête et qu'on passe justement dans l'amour, qui est quelque chose de non pas qui tombe du ciel, quelque chose de chimique, mais l'amour c'est quelque chose de construit, c'est quelque chose c'est une décision en fait l'amour. Quand on rentre là-dedans, c'est là que la vraie connexion, que l'enjeu sur la connexion intime se fait, parce que on doit arriver à continuer à entretenir notre relation, c'est entretenir cette connexion intime. Et ça passe par énormément de choses. On peut parler des attentions, etc. On en parlait justement tout à l'heure en arrivant avec Claire. C'est pas juste les recettes de faire une date par semaine, faire un voyage d'une semaine par an, etc. qu'on voit sur les réseaux sociaux qui sont très très intéressants. Ça peut passer par ça. Mais en fait, ça passe pas. Mais ça, c'est des faits. Les faits, c'est ce qui arrive en bout de chaîne. Si jamais toi, t'as pas travaillé ta connexion à un niveau qui est plus profond, un niveau justement de pensée, d'intention, en fait, toutes les actions que tu vas prendre, ce sera juste un feu de paille. Le vrai sujet se joue sur ce qui se passe à l'intérieur de toi, sur ce qui t'aligne, sur ce qui t'anime, sur justement qu'est-ce que tu décides de faire du doute que tu as, est-ce que tu décides de je vais dire t'indulger dedans, mais de te baigner dedans, ou est-ce que tu décides de régler les doutes que tu as pour arriver à profiter de la connexion telle qu'elle est, ta relation en fait, parce que c'est juste la réalité et le concret de ta relation. Donc c'est quelque chose de vraiment puissant et qui se travaille pas juste par les petites attentions, mais aussi par vraiment ces choses de fond qui sont s'aligner, se poser et puis savoir où on va au final. Mais enfin, je rebondis sur ce que tu as dit. Parfois, parce que je pense à la parentalité. Parfois, quand t'as les enfants, la logistique, la gestion du quotidien, tu peux dire la connexion intime, c'est bien beau en fait, mais y a pas le temps, y a pas les conditions sont pas réunies. Cette semaine, quand on disait, on n'a pas de solution de garde autour de nous, etc. Et en fait, c'est ce que tu dis, c'est qu'en fait, il y a, on sait dont on parlait. Là, depuis ces derniers, on a enchaîné un tunnel de déménagement, beaucoup de projets, de 8 semaines là où on n'a pas touché terme. Où je pense qu'on n'a passé aucun moment. On a eu très peu de moments de qualité ensemble. Voilà. Et en fait, à aucun moment on se dit, non, mais à l'inverse, je pense qu'on se dit je me dis, pas pour toi, que notre connexion, elle a peut-être jamais été aussi forte, mais c'est ça. Ça se joue pas dans les dîners aux chandelles, ça se joue dans juste les interactions. Qu'on s'entoure, les interactions qu'on a, le fait qu'on s'encourage, le fait que il y a de l'admiration, il y a de la curiosité, il y a pas de jugement, il y a cet esprit d'équipe, il y a plein de choses qui font que la connexion elle requiert pas des grandes mesures, un voyage à Venise ou je ne sais quoi. En fait, elle est dans ce que je parlais tout à l'heure du narratif que j'entretiens sur l'autre, sur moi, sur nous, sur ce qu'on vit, sur ce qu'on construit.
Alors, les 4 piliers, si je reprends, c'est l'esprit d'équipe, enfin en tout cas la façon de fonctionner en tant qu'équipe, c'est être responsable soi-même de ses émotions, c'est avoir, comment tu l'appelles, La mentalité de croissance. Mentalité de croissance. Et la dernière chose, c'est la connexion intime. Déjà, j'avoue que si on a ces 4-là, alors si on a plein d'enfants, qu'on a ces 4-là, vraiment, on est bien. Donc je comprends ce que tu disais, que ça doit pas être parfait, c'est peut-être pas tous les jours, mais si on a ce socle en gros qui est là, ça veut dire qu'on n'est pas stressé si pendant 8 semaines, il y a un événement de vie qui vient perturber, qu'on n'a pas ces moments de qualité. On remet pas tout en question. Exactement. Parce qu'il y a ça. Ouais. Parce qu'on sait sur quoi on se base et on s'appuie parce que ça sera là quand cette période intense va se terminer. C'est exactement ça. Et en fait, il y a vraiment ce côté, moi je le vois comme l'océan, c'est-à-dire que tu as les vagues à la surface, t'as ce qui se passe, puis tu as les mouvements de fond, tu as vraiment ce qui structure en fait la mer, mais qui se voit pas forcément, les courants, etc. Et en fait, cette partie supérieure, vraiment l'écume, c'est ce qui se voit. C'est les choses qui ressortent, etc. Mais tu peux pas juste changer le mouvement de la mer ou impacter ça par ce qui se passe à la surface. En fait, c'est le contraire. C'est ce qui se passe en dessous qui va déterminer ce qui se passe au-dessus. Et en fait, c'est aussi du coup de normaliser que même dans une relation saine et forte, il y a des désaccords, il y a des disputes, il y a du doute, il y a de l'incompréhension, il y a des frustrations, il y a des hauts, il y a des bas. Et en fait, ça allait toujours être comme ça. C'est un problème. C'est juste c'est la signification qu'on donne à ces moments-là qui devient voilà. Ouais, la signification et comment tu t'en sors entre guillemets aussi, tu vois. C'est est-ce que tu en sors par le haut, est-ce que tu en sors par le bas. Et ça voilà. Et c'est là pour ça qu'on a aujourd'hui cette conversation pour tous ces couples qui se disent est-ce que ça vaut encore la peine, est-ce que je suis encore amoureux ou amoureuse, où est-ce qu'on en est vraiment. Et je pense d'autant plus quand on a des enfants et comme tu disais, on est pris dans un tourbillon de quotidien, de choses qui sont pas hyper agréables et pas très fun, de divergences sur l'éducation aussi qui peuvent un peu faire craquer le ciment du couple. Qu'est-ce que on pourrait faire la première question ou le premier acte qu'on pourrait faire si on se pose ces questions-là, ce serait quoi pour avoir peut-être un peu plus de réponses? Alors, je veux dire 2 choses. La première chose, c'est de le normaliser. C'est normal que on est dans cette nouvelle phase de parentalité, même quand on a des enfants en bas âge, je parle, quand même dans une période de perte de repères, ou en tout cas on doit trouver des nouveaux repères, et tout ce que je viens de dire sur en fait, devenir parent, ça amène son lot de questionnements. On se rend compte que, comme tu disais, on n'a pas forcément les mêmes réflexes ou les mêmes principes d'éducation. On a un manque de sommeil. On découvre plein d'autres facettes de l'autre. Enfin, déjà, c'est ce que je disais sur la signification qu'on va donner à tout ça. De prendre soin de ce qu'on va se raconter quand on va pas être d'accord. Est-ce qu'on va se dire non, on n'est pas fait pour être ensemble, ou c'est trop difficile, ou est-ce que quand je doute, comme disait Anthony, est-ce que je vais me baigner dans mon doute en remettant tout en question? Est-ce que je vais dire non, en fait, on allait toujours passer par là. Et la deuxième clé, je pense, une question à se poser, c'est est-ce que je suis prêt à... Parce que c'est souvent le réflexe qu'on a de se dire c'était mieux avant dans le couple. C'est un grand thème de notre cerveau qui est, oui, et Anthony a très bien parlé, l'état amoureux des premiers temps, des premières années, où en fait on est sous perfusion d'un certain nombre d'hormones et c'est naturel et c'est normal et c'est très bien. Et on n'a pas d'enfant. Et on n'a pas d'enfant en général, quoique, mais on idéalise aussi ce qu'on a vécu en se disant il faudrait je l'entends tout le temps, raviver les flammes, souffler sur les braises, refaire vivre l'étincelle. Et je pense qu'en fait c'est un réflexe bien intentionné, mais c'est pas le bon, dans le sens où il est pas aidant, parce que c'est impossible de revenir en arrière. On n'est pas les mêmes personnes. L'autre a évolué, on a évolué, la vie. On parle de parentalité, donc littéralement la vie est apparue et a fait son œuvre. Donc la question c'est, est-ce que je suis prête ou prêt à me dire que j'arrête de regarder vers le passé, je regarde vers avec ce qu'on est aujourd'hui, avec ce qu'on a appris, avec ce qu'on a traversé, ce qu'on a déjà vécu, avec ce que tu es maintenant, parce que tu étais avant, ou ce que j'espérais que tu sois, avec ce que tu es maintenant, et ce que je suis,
on peut créer un truc chouette. Donc c'est Esther Perel dont j'ai parlé tout à l'heure, elle dit en fait tous les adultes, on aura tous plusieurs relations dans notre vie d'adulte, mais certains d'entre nous vont le faire avec la même personne. Donc c'est cette idée que il y a forcément à un moment des mises à jour, des évolutions, des nouvelles versions qui doivent se faire, et parfois on le fait sans y réfléchir. Mais en tout cas, c'est cette idée que dans ces moments de flottement où on sait plus trop pourquoi on est là, si on est là, si on s'aime vraiment, ou si on est là parce qu'on a des enfants et un crédit. Et est-ce que finalement je t'aime toi ou je t'aime le fait que j'ai une relation stable? Est-ce que j'aime notre histoire ou j'aime l'idée que je me fais de tout ce qu'on a construit? C'est des questionnements légitimes. Mais à ce moment-là, je pense que le bon réflexe, c'est de se dire, avec tout ça, comment on crée une nouvelle version de nous qui correspond à tout ça maintenant et qui me correspond maintenant et qui est pas un retour en arrière, mais qui est un mouvement en fait vers la suite en fait. Et peut-être que ça va vouloir dire que je laisse tomber certaines choses, qu'on change certaines manières de fonctionner, que je vais accepter des trucs que j'ai pas envie d'accepter tout de suite pour aller vers cette nouvelle version dans laquelle je vais me sentir bien et tu vas te sentir bien. Comment on fait quand dans un couple, il y a ces questionnements, mais qu'il y en a un qui a envie de travailler, qui a envie, ne serait-ce que de se poser les vraies questions et voir où ça en est, de faire un état des lieux, et qu'il y en a un autre qui est complètement passif ou passive et qui a lâché l'affaire et donc ça bloque. Déjà, c'est toujours le cas. Donc, déjà, faut se rassurer. Oui. C'est improbable que les deux personnes au même moment se disent déclic, faut qu'on travaille sur notre couple. Bon, il y a toujours un initiateur, il y a toujours pourquoi. Alors, parce qu'il y en a un peut-être qui à ce moment-là se sent particulièrement moins bien que l'autre, parce que j'en sais rien en fait. Mais le fait est que sur deux humains, il y a peu de chances qu'on ait envie d'entamer une remise en question ou une démarche en même temps. En même temps. Ah ouais, ok. Il y a aussi une réalité en fait, c'est que dans un couple, il y a deux relations en réalité. Il y a la relation que dans notre couple, moi j'ai avec Claire, et la relation que Claire a avec moi. Et ces deux relations, elles ont aucune raison d'être similaires. C'est-à-dire qu'en fait, on a chacun notre logiciel à nous, et c'est pas parce qu'on vit une histoire ensemble que notre histoire avance exactement au même rythme. Et la manière très simple de s'en rendre compte, c'est que il y a des séparations où parfois les gens sont pas du tout sur la même page. Il y en a un qui est bien dans la relation, qui se dit il y a pas de problème, et l'autre qui se dit non mais ça va plus du tout, et qui donc c'est la preuve qu'en fait il y a deux relations. Et cette réalité du fait qu'il y a deux relations dans le couple, c'est la réponse à ça. C'est-à-dire qu'en fait on peut soit se sentir pas bien dans sa relation et avoir envie de travailler, alors que l'autre en fait n'a pas envie de travailler, soit parce que il se dit qu'il n'y a pas que lui en tout cas dans son expérience de la relation, il n'y a pas vraiment un souci, ou en tout cas il en est pas au même point, où il est pas conscient de pas mal de choses, ou il est pas prêt oui, c'est ça. Vous dites il, mais oui, bon, j'ai dit. C'est pas menaçant. Bon, allez, mais on va dire. Mais c'est pas toujours dans ce sens-là. Non, c'est pas toujours dans ce sens-là, mais c'est souvent dans ce sens-là, dans ce qu'on observe. On a des chiffres par les gens qui suivent du coup notre programme. On sait que dans ces démarches-là, quand il y a ce type de démarche-là qui est entamé par un des deux, dans 70% des cas, c'est la femme qui va l'initier. 30% des cas où c'est. Tout à fait. C'est pas dans le cas écrasant. D'un couple hétéro. Mais donc, quand même, majoritairement, ce sont des femmes qui viennent solliciter, des hommes qui... Et pour la raison, en fait, que j'avais mentionné tout à l'heure, qui est qu'en fait, on n'est pas socialisé de la même manière. Et je pense que pour les femmes, la qualité de la relation est quelque chose de beaucoup plus important. Alors, justement, quand ça m'intéresse d'avoir ton point de vue, parce que tu dis que vous n'êtes pas socialisé de cette manière-là, ce qu'on le sait, que vous êtes plus en mode fuite ou partir dans la grotte, on aime bien cette image-là. Exactement. Qu'est-ce qui fait que tu es sorti de la grotte? À un moment, je pense que quand tu vois on va pas rentrer dans la métaphore de la grotte de Platon non plus, mais bon, quand tu vois le petit peu de lumière, en fait, à un moment, tu te dis, il y a peut-être un truc là. Et je vais me dire, en fait, la carapace que tu as construite, qui est cette carapace masculine, en fait, classique, je pense que quand
quand tu vois un peu que non, mais que derrière tu peux vraiment entre guillemets ressentir des choses et que ça va pas te mettre en danger, je dirais, de ressentir des choses, d'exprimer, de dire ce que de dire tout simplement ce que tu ressens, d'être vulnérable. En fait, pour moi, le vrai sujet, et c'est un des sujets fondamentaux du couple, c'est la vulnérabilité. C'est le moment, en fait, où on arrive à juste lâcher la carapace qui retient toute notre vulnérabilité, qu'on s'ouvre à une relation qui est beaucoup plus vraie, pas juste avec notre partenaire, mais avant tout avec nous-mêmes. Mmh. Oui, mais ça, c'est pour ça que je te dis comment tu fais, parce que ça, tu le sais, qu'il y a énormément d'hommes qui, déjà, avec eux-mêmes, n'ont pas cette relation de vulnérabilité, encore moins avec leurs amis hommes. Donc, quand tout ton monde autour ne t'encourage pas à avoir cette relation, qu'est-ce qui fait que toi, tu vois, t'as réussi à lâcher sur ça? Je pense que Claire m'a inspiré, d'une part. C'est sûr, parce que je pense que le cheminement, en fait, qu'elle a eu, elle a pas cherché à me forcer. Je pense que si toi, là je parle du cas du couple hétéro, bien sûr, si tu forces, et puis ça marche aussi dans les autres couples, mais si tu forces ton partenaire à faire les mêmes découvertes que toi en même temps, à se poser les mêmes questions que toi en même temps, nécessairement tu vas tomber face à un mur, parce qu'en fait tu es en train de te comporter comme un maître avec son élève ou comme un parent avec son enfant. Donc tu renforces ce que tu aimerais créer. Et en fait, là où je pense que je pense pas que t'aies voulu, que tu cherchais pas à ce que je sois différent, mais en fait, tu faisais juste sincèrement des découvertes pour toi et en toi qui étaient juste puissantes. Ouais. Et moi, je voyais ces choses-là, je te voyais changer au quotidien, et je me suis dit, s'il se passe ces choses en elle, et puis moi, je sentais qu'il y avait des choses qui résistaient en moi, et souvent on faisait des débats. Bon, on a toujours beaucoup échangé et débattu, mais moi, il y avait souvent des trucs sur lesquels je résistais, et je me rendais compte qu'en fait, si je résistais sur des choses, c'est juste parce qu'il y a des choses qui me touchaient. Et cette résistance-là, ça entraînait, c'est pas des grands fights, mais on rentrait dans des débats parfois un peu animés. Et mais c'était ça qui, je pense, me faisait bouger petit à petit. Et puis ensuite, quand on s'est lancé dans, je pense que quand on s'est rencontré, quand on est passé à un mode vraiment mariage, etc. Il y avait quand même cette dimension. Je veux pas, c'était important pour moi, tu vois, moi j'ai toujours marché avec la conviction et le côté non, mais de toute façon ça va le faire, c'est un peu convaincu, pas indulgé dans le doute. Mais en fait, il y a un moment, tu te dis la conviction elle est basée sur quoi? Et quand tu te dis oui, j'ai envie j'ai envie que ça marche. Tu commences à te demander, est-ce que ma manière d'être là, est-ce que le côté, je me mets en boule dès qu'il y a la moindre interaction ou qui me plaît pas, est-ce que ça crée vraiment les conditions de connexion qui vont nous permettre d'aller loin et puis de faire qu'on va pas comme énormément de couples qu'on connaissait qui vont pas juste soit séparés, soit juste vivre ensemble, mais vivre l'un à côté de l'autre plutôt qu'ensemble. Et en fait, je pense que c'est plein de mini prises de conscience. Et la mienne, je trouvais pas. Moi, celle que je vois et celle que je trouve puissante, c'est celle des gens qui suivent en fait notre programme. C'est-à-dire que souvent, comme on le disait, c'est des femmes qui vont initier la chose, mais nous, on a pensé notre programme pour qu'il puisse être suivi seul. Et qu'ensuite tu puisses inviter ton partenaire dans une démarche où justement on a compris que fallait pas se dire on fait à deux et on force l'autre, etc. Parce que de toute façon ça ne marche pas. Mais on a vraiment vu ce côté des hommes faire un chemin encore plus profond et encore plus marquant pour eux, tout simplement parce qu'ils partaient de plus loin. Et que le fait de vivre ça à deux dans un espace en fait un peu sécure, parce que c'est ça, nous on veut vraiment être le juge de paix. C'est pas l'un contre l'autre, mais c'est vraiment on avance ensemble pour arriver à faire fonctionner. Ça a été on a vu des choses, on a eu des témoignages qui on a beaucoup de témoignages d'hommes au final, ce qui moi je trouve vraiment, tu vois, on s'y attendait pas forcément. On parle de couple, etc. Bon, le fait qu'on soit ensemble et que je sois là, ça fait qu'on parle aussi plus aux hommes, mais c'est quelque chose, moi je trouve de fascinant, parce que je pense que la clé d'une société plus apaisée, c'est que on soit plus ouvert en tant qu'homme à cette vulnérabilité, à être plus
voilà, finalement un peu plus doux entre guillemets, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas à avoir cette douceur envers nous-mêmes, de se dire que bah non, ça va pas nous remettre en question d'accepter nos émotions, de les partager. Voilà. Donc voilà, je parle beaucoup, beaucoup mais de choses. Ouais. C'est vrai. On n'a jamais vraiment eu cette conversation. Ouais. Non, mais ta question était super intéressante. Ouais. Mais du coup, ça répond aussi à la question que tu disais, quand t'as l'impression que t'es le seul, en fait, à vouloir faire cette démarche. Bah, en fait, t'as répondu par notre exemple. C'est-à-dire que nous, on pense fondamentalement que tu peux pas contrôler l'autre, voilà. C'est pas ce que tu peux faire. Par contre, tu peux faire plein de choses, toi. Et c'est ce que t'as dit quand t'as dit, j'ai pas cherché à te forcer, t'emmener, etc. Parfois, j'ai cherché à te convaincre quand on avait nos débats. Mais de manière générale, moi, le cheminement que j'ai fait, je l'ai fait pour moi. Et en fait, je pense que je suis devenue pas la même personne, que j'avais plus confiance en moi, que je savais mieux ce que je voulais, que je savais mieux aussi ce que je voulais pas. Comment est-ce que je peux rester dans l'amour et mettre une limite? Comment est-ce que je peux quand tu t'es dans ta grotte, ne pas le prendre personnellement, continuer à faire ce que je vais faire. Et en fait, quand t'as cette posture, tu le fais pour toi, c'est un cadeau que tu te fais à toi. Et cette relation, c'est toujours un peu une danse. Quand toi, tu danses pas pareil, t'as dit, tu m'inspires, mais je pense aussi, il y a une partie on reste la circonstance de l'autre. L'autre, quand toi, tu changes, il change forcément aussi, qu'il soit inspiré ou il va forcément se passer un truc. Donc, ta relation, elle peut pas rester la même quand toi, t'entames cette démarche-là. Et je pense que parfois, on parle de travail. Moi, j'aime pas trop ce terme de travail, les efforts. Je pense en fait que c'est un cadeau. C'est génial. Que c'est un truc que tu fais parce que t'as parlé de douceur. Moi, je pense que c'est vraiment comme ça que je vis toutes ces démarches où tu te comprends mieux. T'as des déclics. Tu retrouves ton pouvoir beaucoup. Et ça, tu le fais pour toi. Et à un moment donné, ça va servir toutes les heures de ta vie, ça va servir ton couple, et c'est top. Mais le but, c'est pas, je pense que c'est pas la bonne motivation de se dire, je vais le faire, comme ça, il va bien voir, je vais le convaincre. Et en réalité, on sait que, je le sais parce que je parle quand même très souvent à nos clients, donc je les coach, les femmes au départ, elles se disent, je vais l'emmener dans We Bloom, et en fait, dès le début, on désamorce complètement ça. En disant, mais toi, tu fais ton truc, et lui, tu vas voir, ça va se passer. Et en fait, très souvent, c'est ce que disait Anthony, il se passe un truc où, en fait, la fille reprend son pouvoir à elle. Elle arrête d'essayer d'être... nous, on appelle souvent la ligne de piscine. Genre, en fait, on est chacun dans sa ligne de piscine. Donc, voilà, je fais moi et j'arrête d'être dans ta ligne de piscine, toi. Et quand elle est dans sa ligne de piscine, elle se rend compte que il y a un déclic derrière. Et ce que tu disais, en fait, très souvent, l'homme... Moi, je trouve qu'on est dur avec les hommes quand même. Et que ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes de très bonne volonté qui sont conscients de beaucoup de choses dans leur... j'ai peut-être un très bon modèle. Je pense que t'as un biais. Les stats disent pas ça quand même. Mais je les vois aussi chez nos clients quand même. Oui, mais vous avez un biais. Les stats disent pas ça, t'as raison. On a un biais parce que ceux qui viennent vers nous, peut-être. Ça serait génial que mais on a ce soit représentatif. Il y a beaucoup d'hommes de bonne volonté aussi. Bien sûr, mais il y a encore mais t'as raison. T'as raison. Mais on peut pas ne pas le dire. Mais il y a et on a une responsabilité sur ça, c'est que dans 20 ans, les hommes seront plus les mêmes et les hommes seront nos enfants. Donc, moi, je sais que nous, c'est aussi un truc pour moi. T'as l'impression d'avoir beaucoup de garçons encore. Les hommes seront nos enfants. C'est vrai, effectivement. Non, on en a qu'un. Qu'un garçon et une fille. Mais moi, je vois vraiment aussi la responsabilité là-dedans, d'essayer de pas passer des choses qu'on a reçues, mais pas du tout de manière consciente pour la plupart. C'était vraiment juste un reflet de société, un reflet de la société dans laquelle on vivait. Et je pense que on a aujourd'hui cette capacité à élever nos enfants d'une manière un peu plus douce, en tout cas en leur passant des choses qui sont un peu plus, les éveiller un peu plus à leurs émotions. Voilà. Et ça fait aussi que on se reconnecte dans le couple, j'imagine. Enfin, quand un sort de sa petite grotte et se dit ok, il y a de la lumière et je vais faire rejaillir cette lumière sur le couple, d'un coup il y a aussi quelque chose qui se passe dans la dynamique à deux. Quand complètement. Tu disais à la ligne de piscine, si on est chacun de notre côté, je te donne le micro, si on est chacun de notre côté,
qu'on se croise jamais. Alors oui, l'idée de la ligne de piscine, c'est juste sur tout ce qui est un petit peu, c'est une image pour l'indépendance émotionnelle, mais c'est pas une image pour le couple. On reste dans la même piscine. On reste dans la même piscine et peut-être que la piscine, c'est du coup la relation. On partage la même eau. Ouais, c'est ça. On est dans la même eau. C'est exactement ça. Oui, on vit pas. Et c'est pour nuancer aussi ce que tu disais. On vit chacun notre relation dans notre tête. Mais à la fin, en fait, l'objectif de ça, c'est quoi? C'est un moyen pour prendre la responsabilité de ce qu'on amène, de ce qu'on fait, de ce qu'on veut, les idées qu'on a, l'initiative qu'on porte, comment on veut aimer, qu'est-ce qu'on a envie de vivre, et rejoindre l'autre à mi-chemin et créer un truc ensemble. Le but, c'est pas de faire tout ça pour rester dans son coin et regarder tout ce que tu fais. C'est vraiment, en fait, quand je suis plus dans la peur, quand je suis plus dans les réflexes automatiques, quand je suis plus en train de te tester en permanence ou de compter les points ou vouloir par exemple, quand je suis pas là-dedans, en fait, je dégage vachement de bande passante, d'énergie pour autre chose. Et donc, pour proposer, initier, avoir envie, cette connexion dont on parlait, rire. Et de disponibilité, je dirais juste. Tu vois, être juste disponible pour l'autre. Pas forcément, il n'y a pas besoin de faire des grandes choses, même si c'est mieux. Et puis ensuite, on peut partager des passions, peu importe. Mais juste être disponible pour l'autre, avoir cette attention, pas être sur son téléphone, être juste en train de... Enfin, tu vois, ensemble. Je pense que c'est ça. En fait, si je reprends un peu sur ce qu'on disait, que parfois il y a des couples, surtout avec des jeunes enfants, qui savent plus pour quelles raisons ils sont ensemble. En fait, la personne qui est en train de se poser cette question-là, si vous êtes en train d'écouter et que vous avez cette question en tête, ce que tu viens de dire, c'est que cette personne-là, homme ou femme, peu importe, son rôle, c'est de se concentrer sur elle-même, en fait. C'est de retrouver sa lumière à elle et de ce qui la nourrit pour que ça rejaillisse sur le reste. Et pas d'essayer de contrôler. Oui, l'autre. C'est ça. L'autre alternative, on est d'accord, c'est d'essayer de contrôler l'autre et on perd beaucoup de temps et d'énergie à faire ça. C'est totalement ça. Tout le monde a essayé. Je vois pas de quoi tu parles, vraiment pas du tout. Je suis très coupable de ça. On est toutes et tous, différemment. Ouais, je pense que différemment, mais Mais quelle est l'alternative? On rêve tout. C'est une question. En fait, on a à un moment, il y a cette idée que j'ai entendue. On passe beaucoup de temps à parler avec les gens qui soit suivent nos parcours, soit veulent les suivre. Là, cette semaine, j'ai parlé à une trentaine de personnes et il y a une phrase qui m'est restée. C'est vraiment ce côté. On se met avec quelqu'un pour un potentiel. Quelqu'un m'a dit ça. Moi, je lui ai dit, si tu laisses pas tomber cette pensée-là, en fait, nécessairement, tu vas dans le mur parce qu'en fait, tu ne te mets pas avec quelqu'un pour un potentiel, tu te mets avec quelqu'un pour ce qu'il est. Si tu te mets avec un potentiel, c'est que dès le départ, tu considères que cette personne doit être différente pour être digne d'aimer. Donc, tu conditionnes ton amour au fait que l'autre change. Donc, tu peux pas être bien. Et en fait, la relation de couple, c'est quelque chose qui est... C'est pas toute notre vie, mais c'est une étude d'Harvard qui a sur le bonheur qui a dit ça. Tu la connais sans doute. C'est les relations aux autres, c'est la chose qui détermine la qualité qui détermine notre bonheur et la qualité de notre vie. C'est une étude sur 80 ans. C'est ça. Sur des milliers et milliers de personnes. C'est hyper intéressant. Qui continue. Il y a un super livre dessus. Il y a des petits biais qui sont qu'elle est juste sur des hommes. Mais bon. Au départ, après. Ils ont fait évoluer ça? C'est qu'au départ, c'était que des hommes. J'ai lu le livre, il y a un livre sur cette étude et il est génial. Et puis il y a un TED Talk. Allez le voir, Robert Waldinger. Okay. Et cette étude-là, qui est donc géniale, donne cette idée, cette conclusion-là, que c'est la qualité de notre relation qui détermine notre bonheur. Et la relation la plus importante qu'on a dans notre vie, c'est notre relation de couple. Donc si tu es en couple. Si tu es en couple, je veux dire, c'est ça ton modèle. Si ton modèle c'est d'être en couple et que tu es en relation avec quelqu'un, c'est la relation qui va être, dans la grande majorité des cas, la plus importante pour toi. Donc, comment dire, faire en sorte que cette relation-là, tu la choisisses et tu mettes en place les quelques recettes, les outils. Nous, c'est vrai qu'on est. Je pense que c'est plutôt des filtres en fait qui sont importants, plutôt que des outils ou des recettes toutes faites. C'est vraiment cette idée d'avoir les filtres qui vont te servir et qui vont te servir à vivre cette relation. Non pas dans le potentiel qu'elle pourrait être, mais vivre cette relation dans tout ce qu'elle est, dans tout ce qu'elle a à t'offrir, dans le moment présent en fait, plutôt que dans le passé ou dans le futur. Et ça aussi, ce que tu disais, parfois on est un peu coincé dans ce qui a été, dans ce
qu'on aimerait qu'il reste notre vie d'avant, donc on est dans le regret, ou parfois on est dans la potentialité qui n'existe pas, qui n'existera peut-être jamais, et on oublie complètement ce qui est en train de se passer à l'instant T, quoi, de notre couple. Exactement. Mais c'est pas facile, encore une fois. Ah non, mais il y a pas. C'est pas facile, c'est une pensée. Et la phrase d'après, c'est et alors. Ouais. C'est pas facile. Et alors. Et on fait non, ou ce que tu dis tout à l'heure. Et c'est quoi l'autre alternative? Ouais. Et c'est vrai que si tu changes un tout petit peu cette question, de te dire, il me reste moi. En fait. C'est moi avec en fait, c'est pas triste. Je pense pas qu'il faille écouter tout ça en disant ah bah zut, en fait, c'est encore moi qui dois faire le job. En fait, c'est ça que j'entends. Mais en fait, à aucun moment dans ta vie, quelqu'un d'autre allait conduire ton véhicule. C'est pas encore toi, c'est ta vie en fait. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est pas forcément un fardeau que d'avoir envie de mieux te comprendre pour mieux fonctionner dans ta vie à toi et que ça rejaillisse nécessairement. Souvent, nous, sur le couple, on utilise souvent des mots comme c'est des maths, c'est logique. Si tu penses ça, il va se passer ça. Et du coup, reprendre un petit peu la responsabilité de ce que tu mets dans ta vie. Bon, bah, très bien, c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une très bonne nouvelle. Et au contraire, t'auras plus de liberté. Tu vas te sentir mieux, tu vas te sentir plus serein, tu vas te sentir plus fort. Tu te sentiras pas tout le temps bien, parce que comme Tony a dit, la vie est un 50-50. Ça sera jamais génial tout le temps. Mais en fait, voilà. C'est pas grave, c'est pas le but que ce soit tout le temps parfait et que tu sois tout le temps parfait. Le but, c'est que tu te dises, bon, je suis bien avec moi, je suis en sécurité avec moi-même, je suis bien avec moi, je sais ce que je veux. Et du coup, c'est ça qui me permet de créer une belle relation avec quelqu'un d'autre. Et potentiellement, tu te rendras compte que la relation de couple ne correspond pas à ce que tu veux. Exactement. Et tu prendras une décision forte. Ouais. Ou potentiellement, t'auras fait bouger tout ce qu'il y a autour de toi et tu récolteras la lumière que t'as semée. Parce qu'il y a ça aussi, quand on rayonne, les autres autour, ils le sentent. Ouais. Quand t'es aligné, il y a vraiment cette... au fond, ça reste, le sujet reste l'amour de soi, l'amour de l'autre. Et en fait, quand tu vas te trouver, t'aligner plus, en fait, tu t'es juste dans une démarche d'amour par rapport à toi-même. Et nécessairement, l'amour devient plus facile, plus accessible. Donc, par rapport à l'autre, c'est une évidence que ça rejaillit. Et ça rejaillit, nous, c'est ce qu'on nous dit très souvent. On a eu un témoignage de Pia là, dans notre dernière conférence qui nous disait ça m'a apporté, cette démarche m'a apporté énormément pour notre relation, mais elle m'a surtout apporté à moi. C'est-à-dire que apporté dans mes autres relations, dans mes relations d'amitié, dans mes relations familiales. En fait, je pense on est dans une société où les réseaux sociaux, bon, on est beaucoup dessus évidemment, mais nous ont jamais rendus aussi éloignés les uns des autres, avec une illusion de proximité, mais en fait, on devient très éloigné. Et je pense que il y a aussi cette idée de remettre un peu l'église au milieu du village sur le sujet, quoi. On est des êtres humains qui sont en lien les uns avec les autres, on a tous ce besoin fondamental d'aimer, d'être aimé, à commencer par soi, même si on s'en rend pas compte. Et ça, quand on le vit et quand on le met en œuvre, en fait, on change tous les aspects de notre vie, nécessairement. Je sais pas quoi rajouter parce que c'est fort. Mais le problème aussi, c'est que parfois, il y a des gens, ils n'arrivent plus à s'aimer eux-mêmes. Ouais. C'est ça. Et donc, c'est difficile de leur allumer la lumière puisque, comme tu dis, personne va venir les sauver, personne va venir être celle qui va appuyer sur le bouton pour rallumer. Et donc, c'est dans cette dynamique-là où il y en a un qui veut changer, pas l'autre, et où il y a des gros décalages qui se créent. Quand il y en a un qui n'arrive pas à s'aimer, en fait, et ça, c'est tout l'accompagnement coaching qu'on fait, c'est très souvent, en fait, le couple, c'est un miroir, finalement, de ce qu'on a besoin de régler. Et il y a plein d'autres miroirs dans la vie de ce qu'on a besoin de régler avec soi, mais le couple, c'en est un assez important. Et très souvent, quand en coaching, quelqu'un vient avec un problème, que ce soit quel que soit le problème, on en arrive très souvent, t'as raison, à ça. En fait, je suis pas importante, ou je suis pas suffisant, ou
je suis pas assez, je compte pas, et du coup, cette croyance-là, qu'est-ce que c'est? C'est la traduction de si je crois ça, ça veut dire que à mes yeux, je ne suis pas important. À mes yeux, je ne compte pas. Donc, j'ai ce déficit à combler d'abord. Et ça, c'est universel, en fait, d'une certaine mesure. On n'est pas cassé. Si on en arrive à cette conclusion, on l'a tous, plus ou moins. Et du coup, le travail, c'est déjà de s'en rendre compte, de se dire, tiens, quand il est en train de faire ça, j'ai ce prisme, j'ai ce biais, t'as parlé de filtre, Anthony, ce filtre qui est tout de suite automatique de me dire, et je me le dis pas consciemment, hein, c'est des croyances que j'ai sur moi qu'on déterre en coaching, mais en fait, je me dis que je compte pas et je me dis que je peux pas être en sécurité si l'autre fait ça, ou que finalement, voilà, ce que je disais, je ne suis peut-être pas aimée, je suis peut-être pas assez important. Et l'objectif, et c'est ça qu'on fait, c'est de se rendre compte que voilà, ça c'est une croyance, mais ça veut pas dire que c'est vrai. Et à partir du moment où je la vois, je suis pas obligée de la croire. Je me rends compte que je pense ça sur moi. C'est 90% du boulot. Et je me rends compte que c'est faux, que il peut se passer ça et je suis importante. Il peut ne pas me répondre et être dans sa grotte et je suis aimée en même temps. Il peut quoi qu'il fasse et en même temps je suis en sécurité et je compte et voilà. Et je m'aime. Même si ça peut paraître c'est pas du tout de l'égocentrisme en fait, hein, c'est le socle. Et du coup, c'est pas, tu dis c'est difficile, c'est pas, en fait, quand tu fais ce travail de situation après situation concrète de ta vie du quotidien, te rendre compte de ce qui se joue vraiment. Qu'est-ce qui fait ton anxiété? Qu'est-ce qui fait que tu te sens mal, que tu paniques, que tu réagis, que tu reproches? En fait, derrière, c'est ça, c'est cet ensemble de croyances que t'as pas forcément déterré. Une fois que tu les vois, tu les observes, t'apprends à, bon, ok, je vois que c'est mon cerveau qui est encore en train de réagir en se disant ça. Et aujourd'hui, je suis en train d'apprendre à croire que peut-être que je suis importante, que je compte, que etc. Et que ça ne dépend pas du comportement d'autrui, ça. Qu'il y a une autre manière de. Et c'est tout un travail. Ouais. Et c'est pas si difficile. Et j'aime bien parce que quand on a préparé cette interview, on s'est eu au téléphone, Claire, et tu disais, moi en fait j'adore coacher les hommes parce qu'ils partent de tellement loin qu'ils ont beaucoup de choses à apprendre au final dans leur monde intérieur. Parce que tu dis c'est pas si difficile pour des gens qui connaissent bien ou qui ont, tu sais, on a des biais nous parce qu'on est passé à autre chose, mais c'est vrai qu'il y a des gens pour qui connaître leur monde intérieur, juste nommer des émotions au lieu de la colère, déjà rien que ça c'est un énorme Ouais, on part pas tous du même endroit. Ensuite, on pense et c'est pour ça que, en fait, sans parler d'autres approches ou quoi, notre approche, et c'est pour ça, en fait, on a vraiment construit l'approche aussi avec Claire parce que moi, je voulais quelque chose d'extrêmement pragmatique. C'est ce que nous disent les gens. Parce que tu es cartésien et que tu es un homme, c'est ça. Voilà. Non, mais parce alors que voilà. Enfin, je crois que tu m'as très bien. C'est nous, on sait jamais. Non, mais en fait, je me suis dit, c'est comment. Pour moi, la clé, c'était effectivement comment parler aux hommes. Mais c'est essentiel dans un couple. Si on est les seuls à être volontaires et à être animatrice du couple, ça marche pas. Hein. Et l'idée, c'était pas de faire du coaching pour les femmes, par les femmes. Enfin, il y a des gens qui font ça extrêmement bien, etc. Mais là, nous, l'idée, c'était comment on fait pour comment on crée quelque chose qui un sens, enfin, on a essayé de toucher, ça va être, sans vouloir être pompeux, mais à quelque chose d'un peu universel dans le mode de fonctionnement et dans le côté, justement, extrêmement cartésien, rationnel. Donc, on a ce sur quoi on s'est appuyé, c'est des choses qui, moi, en tant que cartésien rationnel aussi, me paraissaient cohérentes et m'avaient été profondément utiles. Alors que je pense être un homme moyen au point de départ. Enfin voilà, je suis arrivé avec le même bagage que la majorité de mes congénères. Donc non, je pense qu'il faut, enfin il y a un moment où la vraie barrière, la vraie barrière, c'est l'inaction. Se dire je ne vais rien faire parce que non, parce que en fait, au fond, c'est quoi? C'est de la peur. Et là, je te parle à toi, homme, derrière le micro, qui vient de se faire passer le podcast par sa compagne. Qui dit, écoute ça. On a peur et je comprends. Et on a tous peur parce que en fait, on n'a pas l'habitude de ça, quoi, tout simplement. Et c'est pas ce qui nous
c'est pas ce qui nous vient naturellement d'aller faire ce type de démarche où juste on va explorer ce qu'on a à l'intérieur de nous. Peut-être parce qu'on a peur de ce qu'on va y trouver aussi. Mais en fait, ça va. Ça se passe bien. Mais peu importe la méthode d'exploration entre guillemets, je sais que on a essayé de faire quelque chose d'assez comme je disais cartésien, et surtout moi je retiens cette idée de safe space, d'espace sécure, où en fait on le fait ensemble en couple, et en fait c'est le meilleur endroit de vulnérabilité. C'est-à-dire que là où c'est le plus facile d'être vulnérable, c'est avec la personne qui avec laquelle on est censé partager, je vais pas dire tout, mais en tout cas partager le plus. Et on voit du coup moi les témoignages qui me touchent le plus, c'est ces témoignages d'hommes qui nous disent ouais, c'était super chouette, et en fait je suis allé voir, j'ai découvert des choses que je m'attendais pas à trouver en fait en moi aussi, et qui finalement sont connectés à un niveau qui a plus rien à voir avec leur partenaire. Et c'est presque encore une fois, on parle beaucoup là de couple hétérosexuel. Oui, bien sûr. Mais c'est presque parfois aussi un retour de quand on n'est pas un homme qui est dans un comportement fuyant et évitant. En fait, je vois beaucoup d'hommes qui sont un peu en train de marcher sur des œufs, de se dire je vais rien dire parce que sinon voilà, qui s'auto-censurent en mode je préfère qu'elle pique pas sa crise, quoi. C'est des comportements que je vois, et en fait quand ils font ça, c'est pas respectueux d'eux, c'est pas respectueux de l'autre, ils sont pas là, et finalement ils se sentent mieux de l'autre côté quand ils comprennent que ils ont aussi en étant présents, vraiment présents dans la relation, ils vont y trouver leur compte, parce qu'ils seront plus en train de marcher sur des œufs, de faire semblant, d'éviter. Mais le fait d'être là, c'est un cadeau qu'ils se font aussi à eux, de pouvoir déjà exprimer des choses qu'ils n'avaient pas forcément non plus pris le temps de s'exprimer à eux-mêmes, et prendre leur place aussi, enfin leur juste place justement. C'est sortir de la passivité. Sortir de la passivité. Quand on est Totalement. passif, en plus, on est toujours en train de râler que c'est l'autre qui décide de tout ça, et on a enlevé notre pouvoir dans l'autre sens. Et c'est pas que c'est facile de faire ça, mais du coup, comme tu dis, on se regarde pas en face, quoi. Tout à fait. On est en train de dire c'est l'autre le problème. Tout à fait. Au lieu de voir le rôle qu'on joue. Oui. En fait, peu importe, il y a toujours un rôle. Ça veut pas dire, le fait d'avoir un rôle ne veut pas dire qu'on est coupable. Le fait d'avoir un rôle veut juste dire que c'est une mécanique qui se passe à deux. Et en fait, nécessairement, on prend une position, on accepte à un moment quelque chose qu'on n'a pas nécessairement envie d'accepter dans la manière de fonctionner, et qui encourage un comportement, et qui je pense, moi on parlait des comportements souvent évitants, etc. Le problème aussi, c'est cette dimension étiquette, c'est-à-dire que quand on a mis sur notre partenaire, par exemple, l'étiquette de tu es comme ça, ok, je sais que tu es comme ça, etc. Il va être comme ça. C'est performatif. Non, mais on renforce. Parce que dans notre tête, on a créé l'histoire, on a la boucle automatique, on sait que c'est comme ça parce que, et en fait, on met un clou en plus dans le, non, l'image est pas très glorieuse. Mais en tout cas, on ajoute de l'eau à notre moulin. Voilà, c'est plutôt ça. Par rapport au fait on crée de la déconnexion. Moi, je fais ça. Me raconter une histoire et de me dire. Mais on le fait tous. Bien sûr, on met tous nos lunettes. Et il y a des jours, en fonction de mon SPM, de mon sommeil, c'est plus facile que d'autres de te raconter une belle histoire ou de confirmer des choses qui nous font peur. Ouais. J'aime bien, des fois, j'utilise l'image de l'algorithme Instagram. C'est plus tu vois un certain type de contenu, plus tu le vois. Et donc, sur ton partenaire, plus tu as décidé qu'il était comme ça, plus tu le vois. Et ça devient, et des fois, en fait, il y a des moments, tu vis plus avec l'autre, tu vis avec l'image que tu te racontes de l'autre. Et bien sûr que c'est basé sur des faits et qu'il y a une partie, forcément, c'est vrai ce que tu penses. Mais en fait, c'est forcément biaisé. Et donc, c'est forcément incomplet. Et donc, pourquoi? Parce que notre cerveau, il est incapable d'appréhender la réalité entière et objective. Donc, tu te focalises sur une histoire, sur l'autre. Et tu vis avec cette histoire. Tu crées ta propre bulle, en fait. Comme propre réalité. Ouais. Ta propriété de l'autre. Et tu vois, tu dis, en fonction de ta fatigue, de ton esprit, ça. En fait, à qui tu rends service quand tu adoucis l'histoire? À toi. Parce que c'est bien fun. Sûr. C'est moi la princesse de l'histoire qui fait tout bien. C'est toi les personnages. Non, mais c'est vrai. En fait, quand tu te dis,
encore cette semaine. En fait, c'était hier soir. Anthony, il se connecte, il se met sur son ordinateur alors que les enfants étaient pas couchés, le travail était pas fait et tout. Je me dis, mais d'où il sort, lui, de partir sur son ordi alors que... Et puis, en fait, en un instant, je me dis, pourquoi t'es en train de t'énerver? Enfin, c'est lui qui allait les chercher, qui a fait le bain, qui a fait ceci. Enfin, là, il a peut-être un truc à faire. Vas-y, c'est pas grave, en fait. Et en fait, lui, dans tout ça, rien n'a changé dans son expérience de la vie. C'est moi. En fait, je me suis dit, bah non, il est cool. Il a fait, s'il a un truc à faire, c'est bon, prends le relais. J'ai pas besoin de m'auto-punir, en rentrant dans le ressentiment. En fait, la question, c'est qu'est-ce que t'as envie de ressentir? La réponse, c'est à un moment de la rancune. Et du coup, c'est se rendre compte que l'amour, la connexion, c'est toujours accessible. C'est juste que, à un moment, tu choisis autre chose. Et quand tu te rends compte de ça, plus tu te rends compte, le but, c'est pas de se juger, de s'auto-flageller en se disant, bah, je fais mal, etc. C'est juste, ah oui, je fais ça, c'est normal, c'est totalement humain et normal. Tout le monde fait ça d'ailleurs, et je vais le refaire encore plein de fois. Mais là, je m'en rends compte. Et en fait, c'est quoi l'autre option? Comme je dis, c'est quoi l'alternative? Mais pour moi, en fait, pour ton bien-être. Pour mon bien-être, pour prendre soin de moi, en fait. Ouais. Pour pas se punir. Ouais. Et à aucun moment, ça veut dire que on dédouane. Enfin, ça n'a rien à voir avec l'autre, finalement, quand on fait ça. Parce qu'il y a aussi cette réalité que l'autre ne ressent pas notre émotion. C'est ça. Notre émotion, elle nous appartient à nous. Donc, en fait, quand on ressent de la colère, c'est nous qu'on punit, c'est pas notre partenaire. Partenaire, on peut, lui parler mal, lui, machin. Ça, c'est comme ça que ça va sortir. Et ensuite, lui aura sa propre émotion et son. Mais en fait, quand on ressent de la colère parce qu'il y a telle chose, etc., c'est juste nous qu'on est en train de punir et on est en train de mettre des petits coups de pelle dans notre expérience de la vie, quoi, au final. Ben, merci. Parce que ça fait un peu plus d'1 heure maintenant qu'on c'est passé vite. C'est clair, c'est passé vite. Mais je pense que ce sujet, vous pouvez en parler des heures. Ouais, c'est déjà arrivé, ouais. Et je pense que n'importe qui, d'ailleurs, on a tellement de questions, il y a tellement de situations aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au final, il y a beaucoup de situations, mais il y a toujours des points communs. C'est ce que vous disiez dans les 4 piliers. Comment fonctionne un couple, et notamment cette responsabilité qu'on a de ce qu'on ressent, et ce que tu disais, est-ce qu'on veut se punir ou pas. Et je pense que ça va faire réfléchir pas mal des auditeurs et auditrices, donc merci beaucoup. Avec grand plaisir. Déjà, juste d'avoir fait le déplacement, de m'avoir proposé ce sujet, et je voulais vous dire que moi, je vous avais découvert il y a plus de 3 ans, que moi, je vivais quelque chose de très difficile dans mon couple, et ça m'a bien aidé vos vidéos. Donc déjà, un grand merci, parce que je n'avais pas eu l'occasion de vous le dire. Et ça m'avait fait du bien de voir du contenu français. Oui, parce que je suivais beaucoup de contenu américain qui parlait un peu en ces termes du couple. C'était chouette. Donc, merci de nous le dire, et ça fait toujours plaisir de savoir qu'on a un impact dans ce qu'on fait. Mais j'espère que ça aura de l'impact pour plein d'autres gens qui auront écouté. Et puis, je vous rappelle, c'est Yes We Bloom, votre compte sur les réseaux sociaux, pour trouver un peu de contenu et voir, aller un peu plus loin, et après voir le programme. Merci. Merci, beaucoup, Clémentine.